Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la section S14A, donc la première partie là, de la section S14. Donc, avec cette section-là, on commence là, la cinquième partie. Le livre est en fait là, divisé en 5 parties. C'est le début de la cinquième partie. Donc, ouais, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parler un petit peu du système là, Terre-Lune. On va surtout se concentrer sur la planète Terre, donc la composition là, de la planète Terre, puis on verra dans la prochaine section, la section S15, là, les relations qu'il y a entre la Terre et la Lune. Et on va voir qu'entre autres, c'est ça qui crée les marées, hein, les phénomènes de marée, marée haute, marée basse. Donc, c'est ce qui s'en vient un petit peu pour les prochaines sections. Donc, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse surtout à la planète Terre. Donc, on va regarder un petit peu sa composition interne. Donc, ça, c'est des choses que vous savez probablement déjà. Vous le savez qu'on habite là, à la surface de la planète. Et tout ce qui est à l'intérieur de la planète, là, c'est des choses qu'on voit jamais, à moins de creuser là, des trous là, vraiment, vraiment, vraiment creux. Mais la Terre est tellement énorme que nous, c'est vraiment juste ce qui se passe à la surface de la Terre qu'on peut observer. Si on veut diviser la Terre, disons, en ces trois parties principales, il y a la croûte terrestre, donc qui est vraiment plus à la surface. Il y a le manteau, qui est un petit peu plus à l'intérieur. Et finalement, il y a le noyau là, qu'on retrouve au centre de la planète. Donc, oui, c'est sûr qu'on pourrait faire une étude beaucoup plus détailler puis regarder plein de détails comme tel. Mais dans le fond, ce qui est important de savoir un peu, c'est que plus on se dirige là vers le centre de la planète, on a des petites données ici, des petits tableaux, là. Plus qu'on se rapproche du centre de la planète, plus que la température va augmenter. Hein, vous voyez, à la surface de la planète, c'est environ 300 Kelvin. Au centre de la planète, ça tourne autour de 4300 degrés Kelvin. Et même chose pour la densité. Quand on est à la surface de la planète, c'est moins dense. Quand on est plus au centre de la planète, c'est plus dense. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mais c'est ce qu'on constate pour la planète Terre. C'est ce qu'on constate pour, dans le fond, pas mal n'importe quelle planète. C'est vrai aussi pour les étoiles. Donc, dès que vous avez une sphère de matière, juste par la force de gravité, c'est toujours ça qui arrive. Donc, plus qu'on est vers le centre, plus que c'est chaud et plus que c'est dense. Okay, ça, c'est un comportement assez général qu'on retrouve. Sinon, quand on parle de la planète Terre et des planètes en général dans le système solaire, on dit souvent que les planètes sont de forme sphérique, hein, ce qui est vrai en première approximation. Mais si on veut y aller d'une manière un petit peu plus précise, c'est qu'il n'y a aucune planète qui est vraiment 100% sphérique. Hein. Il n'y a aucune planète qui est vraiment une vraie sphère à 100%. Pourquoi? Parce que, oublions pas que les planètes, elles tournent sur elles-mêmes. Hein. On sait que les planètes, elles tournent autour du Soleil, mais aussi les planètes, elles vont tourner sur elles-mêmes autour de leur axe. Donc, c'est vrai pour la planète Terre. On sait que la planète Terre, là, il y a un pôle nord, il y a un pôle sud, puis on sait que la planète Terre, elle va tourner là, autour de cet axe-là en une période de 24 heures. Mais il n'y a pas juste la Terre qui fait ça. Toutes les planètes font ça, tournent là, autour de leur axe. Et ce qui arrive, c'est que quand une planète tourne autour de son axe comme ça, juste par l'effet de la rotation, ça a tendance à créer ce qu'on appelle un aplatissement polaire. Donc ça va avoir tendance à, si vous voulez, là, aplatir un petit peu la planète là, sur elle-même. Plus qu'elle va tourner vite, plus que la planète va avoir tendance à s'aplatir comme ça. En fait, ce qui arrive quand la planète va s'aplatir, c'est que la distance entre le pôle nord et le pôle sud va diminuer légèrement, et ça va faire en sorte que la distance à l'équateur, elle va augmenter légèrement. Je vais vous en montrer un exemple, là, vous allez mieux comprendre. Donc ça, c'est la planète Saturne. C'est la planète qui a le plus gros aplatissement polaire dans le système solaire. Pourquoi? Pas nécessairement parce qu'elle tourne nécessairement rapidement sur elle-même, mais c'est parce que c'est une planète gazeuse. C'est sûr qu'une planète gazeuse, c'est un peu plus malléable, ça se tient un peu moins solidement qu'une planète tellurique, là, qui a une surface plus solide, comme par exemple Mercure, Vénus, la Terre ou Mars. Donc les planètes gazeuses ont tendance à s'aplatir un petit peu plus. Donc ce que vous voyez pour l'instant ici à gauche, c'est un cercle parfait. Donc le cercle en jaune là, qui est en très plein, c'est un cercle parfait. Et quand l'aplatissement polaire, c'est ce que vous voyez maintenant. Donc vous voyez justement que c'est quand la planète va tourner, là, la distance entre le pôle nord et le pôle sud va avoir tendance à s'approcher un petit peu, et ça va reprendre du volume un peu plus à l'équateur. Donc le cercle en pointillé ici, c'est un cercle parfait. Et le cercle qui est en très plein, c'est le cercle qui est légèrement aplati. Fait que vous voyez que, bon, c'est ce que les planètes font, ils vont s'aplatir légèrement. Donc ce ne sont pas des sphères parfaites. Mais, bon, malgré tout, ça reste presque des sphères parfaites. Ce que vous voyez ici, pour l'instant, ce niveau d'aplatissement polaire-là, c'est Saturne. On dit que c'est un aplatissement polaire de l'ordre de 10%. Et Saturne, c'est la planète qui a le plus gros aplatissement dans le système solaire. Donc la Terre, son aplatissement, en comparaison, ce serait seulement 0,3%.
on peut presque dire que la Terre c'est une sphère parfaite, mais c'est pas une sphère totalement parfaite. Elle est légèrement aplatie due à sa rotation. Sinon, les autres caractéristiques de la planète qu'on peut mentionner, bien sûr, quand on parle d'une planète, ce qui va nous intéresser généralement, c'est ses dimensions, sa taille, son rayon, son diamètre, tout ça. Il y a aussi sa masse qui va nous intéresser, c'est quoi la masse totale de la planète. Et si on connaît la masse et la dimension de la planète, on peut calculer bien sûr sa masse volumique, hein, parce que si on connaît sa masse et son volume, on peut dire que la masse volumique d'une planète c'est égal à sa masse divisé par son volume, donc ça va être des kilogrammes par mètre cube. La planète Terre, c'est en moyenne 5500 kg par mètre cube. Donc ça, c'est la masse volumique de la planète au complet. Donc si on fait la masse totale de la planète sur le volume total de la planète, ça donne ce chiffre-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que la planète Terre, tu sais, la planète Terre est pas constituée du même matériau partout. On va le voir dans quelques instants. Là. Il y a des endroits où c'est plus dense, il y a des endroits où c'est moins dense, mais en moyenne, si on regarde la masse totale sur le volume total, ça donne ce chiffre-là. Donc là, on parle de masse volumique, puis ici, on vous dit que la densité de la planète Terre, c'est 5,5. Okay? Donc, faut pas mêler masse volumique et densité. Je sais que c'est un petit peu mélangeant. C'est deux mots qui... Ben, les mots se ressemblent pas tant que ça, mais les chiffres se ressemblent beaucoup. Hein? 5.5 et 5500. Il y a un facteur 1000 entre les deux. Okay? Et l'autre différence, c'est que vous voyez, la masse volumique, elle a des unités, des kilogrammes par mètre cube, alors que la densité, elle n'a pas d'unité. C'est juste un chiffre, tout court. Okay? Donc, juste pour démêler tout ça, là, la densité d'un objet, c'est quoi? C'est le rapport, mettons on l'appelle D, là, la densité, c'est le rapport qu'il y a entre la masse volumique de l'objet et une masse volumique de référence qu'on utilise, qui est la masse volumique de l'eau. Okay? Donc, c'est pour ça que la densité, c'est juste un rapport, ça n'a pas d'unité, parce que c'est des c'est des kilogrammes par mètre cube divisé par des kilogrammes par mètre cube, c'est juste les unités s'annulent tout le temps. Donc, la densité, ça n'a pas d'unité. Okay, ça fait juste nous dire combien de fois la masse volumique de l'objet est supérieure à la masse volumique de l'eau. Puis la masse volumique de l'eau, vous la connaissez, vous l'avez probablement déjà vu en chimie, là, la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube, ou si vous préférez, 1000 kg par mètre cube. C'est la même chose. Okay? Donc si vous imaginez par exemple un petit cube là, qui mesurerait là, 1 cm qui aurait 1 cm d'arête, à peu près gros comme un dé là, quand on joue avec des dés. 1 cm3 d'eau aurait une masse de 1 gramme, alors que si vous imaginez un gros aquarium cubique là, qui mesure 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, un gros aquarium comme ça rempli d'eau, ça aurait une masse de 1000 kg. 1000 kg en passant, c'est une tonne. Okay? Donc si vous voulez savoir c'est quoi une tonne, ben, c'est un gros cube de 1 mètre d'arête rempli d'eau. Okay? C'est ça. Donc si on veut savoir c'est quoi la masse volumique d'un objet, ben, si on regarde la formule ici, en fait, la masse volumique, ça va être égal à la densité de l'objet multiplié par la masse volumique de l'eau. Et la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Fait que c'est pour ça que la masse volumique d'un objet, c'est tout le temps sa densité multipliée par 1000. Fait que si un objet a une densité de 5.5, sa masse volumique, ben, ça va être sa densité fois 1000. Donc 5.5 fois 1000, c'est ce qui donne le 5500. Donc ça, faut juste faire attention à ça. Là. La densité et la masse volumique, ça nous donne pratiquement la même information. Il faut juste faire attention comment l'interpréter. Il y a un facteur 1000 entre les deux. Il y en a un qui a des unités, d'autres qui n'a pas d'unités. Donc, il faut juste faire attention à ça. Okay. Puis, ce qui est mélangeant aussi, c'est que au niveau de la langue, nous, en français, on parle de masse volumique puis on parle de densité. Mais souvent, en sciences, on va lire des articles qui sont en anglais ou des fois on va trouver des informations sur Internet là, qui sont en anglais. Et malheureusement, la traduction apporte un peu la confusion parce que ce que nous, en français, on appelle la masse volumique, en anglais, ça s'appelle density. Puis des fois, les gens pensent que densité puis density, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. La masse volumique, en anglais, c'est density. Ce que nous, on appelle vraiment la densité. En anglais, ils appellent ça la specific density. Donc, c'est vraiment mélangeant. Quand on lit des trucs en anglais, il faut vraiment faire attention. Mais c'est pour ça que une des choses que vous pouvez faire, c'est de vous fier aux unités. Hein? Donc, la masse volumique, que les Anglais appellent densité, ça, c'est vraiment des kilogrammes par mètre cube. Alors que la densité ou la specific density, ça n'a pas d'unité. Puis il y a un facteur 1000 entre les deux. Donc, il faut toujours faire un petit peu attention à ça. Sinon, donc, à part de connaître la masse, le volume, la masse volumique, on vous parlait dans le livre là, des différentes composants du manteau. Donc, ça, on va passer ça, vous pourrez juste le lire. On vous dit un peu les composants. Là, on parle des roches, on parle des métaux qu'il y a à l'intérieur du sol de la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que si
on analyse un petit peu comment la planète Terre elle est faite à différentes profondeurs, on se rend compte, comme je disais tout à l'heure, que c'est pas toutes les régions de la planète Terre qui ont exactement la même densité ou la même masse volumique. Il y a des endroits qui sont moins denses, il y a des endroits qui sont plus denses. Et quand on analyse ça un petit peu mieux, on regarde, aussi vous avez un petit schéma là, qui est assez représentatif. Donc vous avez une espèce de vue en coupe là, de la planète Terre. C'est un petit schéma comme ça. Là. Et vous voyez qu'il y a des chiffres hein, qui indiquent les différentes densités. Donc vous voyez que quand on est à la surface de la planète, les densités sont relativement faibles. Enfin qu'on voit des objets là, qui ont des densités de 2.7, 3, 3.2, 3.3. Et plus qu'on s'enfonce dans la planète Terre, plus qu'on se dirige là, vers le centre de la planète, plus que la densité augmente. Vous voyez qu'on est rendu près du centre, la densité là, ici ça vaut 5.5, 9.5, 11.5, 12. Donc plus on est près du centre de la planète Terre, plus la densité augmente. Et on peut se demander pourquoi c'est comme ça. Pourquoi au centre de la Terre les matériaux sont plus denses, puis qu'à la surface de la Terre, les matériaux sont moins denses? Il y a une façon assez simple de le comprendre. Et c'est une petite expérience que vous pouvez faire facilement là, à la maison. C'est que si vous prenez par exemple deux liquides qui ont des densités différentes, par exemple de l'huile et de l'eau. C'est peut-être une petite expérience que vous avez déjà faite quand vous étiez au primaire ou au secondaire. Là, ça se fait vraiment facilement. Vous pouvez le faire à la maison, c'est très très simple. Si vous prenez par exemple un verre dans lequel vous mélangez ces deux liquides-là, donc vous versez un peu d'eau, ajoutez un peu d'huile dans votre verre, c'est sûr que si vous les mélangez avec une cuillère pendant un certain temps, quand vous allez arrêter de le mélanger, juste au moment où vous arrêtez de le mélanger, les deux liquides vont être mélangés les uns avec les autres, donc ça va être comme un seul liquide, vous verrez pas vraiment la différence. Mais si vous attendez quelques instants, c'est pas super long, ça prend peut-être quelques minutes, ok, ça se fait quand même assez rapidement. Il va y avoir un phénomène qui s'appelle la différenciation. Puis ce qui va arriver, c'est que le liquide qui est le plus dense, donc l'eau dans ce cas-ci, va se retrouver dans le fond du verre. Et le liquide qui est le moins dense, dans ce cas-ci l'huile, va se retrouver plus à la surface du verre. Donc en fait, c'est comme si l'huile va essentiellement flotter sur l'eau. Okay? Les liquides vont se séparer, comme ça on dit qu'ils vont se différencier. Dans cette expérience-là, on a juste mis deux liquides seulement, de l'eau et de l'huile. On pourrait prendre un troisième liquide, on pourrait prendre par exemple, je sais pas, de l'alcool qui a une densité différente. Donc si vous mettez différents liquides comme ça, ils vont se différencier. Donc les plus denses vont aller dans le fond et les moins denses vont aller sur le dessus. C'est tout simplement à cause de la force de gravité. Hein. Les liquides qui sont plus denses, ils ont une masse volumique plus grande, donc sont plus concentrés, ils vont se faire attirer plus fortement vers le bas que les liquides qui le sont moins. Et c'est pour ça que les liquides les plus denses vont se retrouver au fond. Okay. Donc cette petite expérience-là, souvent les gens la comprennent assez bien, hein, ils trouvent que c'est logique. Mais pourquoi la Terre, c'est comme ça? La Terre pourtant est pas liquide, la Terre est solide, en partie solide. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand la planète Terre s'est formée, il y a longtemps, la planète Terre n'est pas apparue telle qu'on la connaît aujourd'hui sous forme solide. En fait, quand la planète Terre s'est formée, il y a plusieurs milliards d'années, quand c'était la formation du système solaire, elle était essentiellement, au début c'était comme une espèce de nuage de gaz là, qui s'est comprimé, il y a eu des petits morceaux là, qui se sont comprimés, c'est devenu un petit peu liquide, mais pendant un certain temps, la Terre a été une espèce de grosse boule de métal fondu, donc sous forme liquide. Et en étant sous forme liquide, là, ce phénomène-là s'est exercé. Donc les liquides qui étaient plus denses, donc comme les métaux plus denses, justement, ont, si vous voulez, coulé dans le fond de la planète, donc juste se sont ramassés au centre parce que c'est la force de gravité les a amenés là, alors que les liquides qui étaient moins denses ont en quelque sorte flotté là au-dessus des liquides qui étaient le plus denses, exactement l'équivalent de ça ici. Et c'est pour ça que, bon, c'est ça, les trucs les moins denses se sont retrouvés à la surface, les trucs les plus denses se sont retrouvés plus en profondeur, plus au centre de la Terre. Et après ça, tranquillement, la Terre, elle a refroidi, donc elle s'est solidifiée, la surface a séché, c'est ce que fait la croûte terrestre là, qui est solide, qu'on connaît aujourd'hui. Et on verra tout à l'heure, mais à l'intérieur de la Terre, il y a encore des parties qui sont sous forme liquide. Okay. Mais bref, c'est comme ça que la Terre s'est formée, c'est pour ça que les trucs les moins denses se retrouvent en surface et les trucs les plus denses se retrouvent plus en profondeur. Fait que tout ça, c'est bien beau là, de dire ça, avec un beau petit schéma comme ça, avec les différentes densités qu'on retrouve à différentes profondeurs, tout ça. Mais on peut se poser la question, on peut se demander, coudonc, comment ça qu'on connaît si bien que ça, toutes ces densités-là?
y a-tu quelqu'un quelque part là, qui a creusé un trou là, très 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 creux, mettons quasiment jusqu'au centre de la Terre, puis qu'on a extrait des roches comme ça, puis qu'on a regardé c'était quoi la densité des différentes roches à différentes profondeurs? Ben la réponse c'est non. Ok, il y a personne qui a creusé un trou là, jusqu'au centre de la planète. Là, le rayon de la Terre, là, on peut le rappeler, c'est 6380 km. Okay? Donc c'est extrêmement creux. Il n'y a personne qui possède des technologies ou des machines là, pour creuser des trous de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de kilomètres de creux. Fait que c'est pas ça qu'on a fait. Fait que comment on fait pour savoir qu'il y a certaines densités à certaines profondeurs? Ben, c'est basé sur l'étude des différentes ondes, qu'on appelle les ondes sismiques. Okay? Ça, c'est toute une branche de la physique qui étudie ça, qui s'appelle la sismologie. Okay? Donc, les gens qui étudient les vibrations, les tremblements de terre, les plaques tectoniques, tout ça. Puis ça, ce qui arrive, c'est que ben, les ondes, on connaît différents types d'ondes. On connaît par exemple les ondes lumineuses, on connaît les ondes sonores, on peut faire des ondes sur des cordes par exemple, des ondes sur des slinky, des choses comme ça. Et il y a une autre sorte d'ondes que les gens connaissent parfois un petit peu moins, qui s'appelle les ondes sismiques. C'est des ondes qui vont se propager dans les roches, dans la terre, dans le sol. Okay? Et ces ondes-là, on va les voir quand il y a des tremblements de terre, par exemple. Quand il y a des tremblements de terre, vous le savez ce que ça fait vibrer le sol. Hein. Quand il y a un tremblement de terre quelque part, le sol va se mettre à vibrer, puis ça peut, dans certains cas, causer des dommages. Ça dépend de l'ampleur du tremblement de terre. Il y en a qui sont assez inoffensifs, mais il y en a qui sont plus puissants, puis qui peuvent créer vraiment des gros dommages. Ça peut détruire des habitations, ça peut détruire des structures, et ainsi de suite. Là. Vous le savez, c'est quoi des tremblements de terre. Puis, c'est ça, dans les tremblements de terre, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'il y a des ondes qui se promènent dans le sol, hein, dans la terre, dans la roche, et c'est ça qui fait vibrer le sol. Et il y a deux sortes d'ondes différentes, deux types d'ondes complètement différentes qui vont voyager dans le sol quand il y a des tremblements de terre. Et ces ondes-là, ils ont des noms. C'est tout simplement des lettres. Donc il y a des ondes qui s'appellent les ondes de type P, qu'on appelle parfois les ondes principales. Et il y a les autres, le deuxième type d'ondes qui s'appelle les ondes S, que certaines personnes appellent parfois les ondes secondaires. Okay. Ces deux sortes d'ondes-là ont des caractéristiques légèrement différentes. Ils voyagent pas exactement à la même vitesse. Hein. Les ondes P se déplacent un petit peu plus rapidement. Et ils ont plusieurs différences. Comme je disais, une des différences assez notable, c'est qu'elles ne s'aillent pas selon la même direction. Okay. Les ondes P, okay, ce sont des ondes qu'on appelle des ondes longitudinales. Donc ça signifie qu'elles vont osciller dans la même direction que leur direction de propagation. Donc si vous avez l'onde qui se déplace par exemple vers la droite, comme on le voit sur ce schéma-là, ben vous voyez que les oscillations, les espèces de couches de roches là, qui vont s'approcher et s'éloigner, ces variations-là, ces oscillations-là vont se faire dans le même sens que la direction de propagation. Okay, donc si l'onde se déplace, disons, horizontalement, ben, les oscillations vont se faire horizontalement aussi. Alors que les ondes de type S, ce sont des ondes qu'on appelle des ondes transversales. Okay, c'est-à-dire que les oscillations vont se faire dans une direction qui est à 90 degrés, donc qui est perpendiculaire à l'axe de propagation. Donc ici, si l'onde se déplace, on va dire horizontalement, ben, les oscillations vont se faire de haut en bas, vont se faire verticalement, donc dans une direction qui est à 90 degrés de l'axe de propagation. Donc vous voyez juste par la façon que ça va vibrer, là, ces deux types d'ondes complètement différents. On a dit aussi que les deux ondes ne se déplaçaient pas exactement à la même vitesse. Ils se déplacent presque à la même vitesse, mais les ondes de type P ont tendance à se propager un petit peu plus rapidement. Mais une des différences qui est très intéressante et très utile pour nous, vous allez le comprendre pourquoi dans quelques instants, c'est que ces deux types d'ondes-là sont pas nécessairement capables de traverser les mêmes milieux, les mêmes phases de la matière. Donc les trois phases principales de la matière là, que vous connaissez, que vous avez probablement déjà appris là, en chimie ou même dans vos cours de sciences avant ça, c'est solide, liquide et gazeux. Les ondes de type P sont capables de se propager dans les trois phases de la matière. Ils peuvent traverser autant les solides, les liquides que les gazeux. Un peu comme l'équivalent des ondes sonores. Les ondes sonores, en passant, ce sont des ondes qui sont longitudinales comme ça. Puis vous savez, le son peut se propager très bien là dans les solides, dans les liquides, ainsi que dans les gaz, hein, comme dans l'air, par exemple. Donc, ce sont pour les ondes de type P. Et les ondes de type S, ben elles,
de par leurs caractéristiques, elles peuvent seulement traverser les solides. Elles sont pas capables de traverser les liquides, elles sont pas capables de traverser les gaz non plus. Donc ça, c'est une différence quand même importante, une différence majeure qu'il y a entre ces deux types d'ondes-là. Et on utilise ça à notre avantage, c'est que quand il y a un tremblement de terre quelque part, qui survient sur la planète. Il y a un endroit là où, par exemple, là, les plaques tectoniques se sont frottées. On va en parler en passant des plaques tectoniques là, à la prochaine, à la section S14B. Mais c'est ça, il y a un endroit qu'on appelle l'épicentre. Donc un endroit où il y a eu vraiment là, un phénomène qui a fait en sorte que le sol s'est mis à vibrer. Et c'est comme la source là, du tremblement de terre. C'est le point où le tremblement de terre a son origine. Et donc là, il va y avoir des vibrations qui vont se propager dans le sol, dans la planète, qui vont partir, qui vont voyager dans la terre, dans le sol, dans la roche. Et vous avez les deux schémas ici. À gauche, vous avez les ondes de type P, et à droite, vous avez les ondes de type S. Donc on rappelle que les ondes de type P, elles peuvent voyager à travers tous les milieux. Et ce qui arrive, c'est que sur la planète Terre, il y a différentes stations qui sont installées. Des petites stations là, pour justement repérer les vibrations sismiques. Par exemple, des géologues là, qui peuvent étudier les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, des choses comme ça. Et ce qu'on remarque, c'est que quand il y a un tremblement de terre qui survient à un certain endroit sur la planète, toutes les stations dans le monde qui sont situées partout sur la planète vont enregistrer certaines vibrations. Évidemment, les stations qui sont plus près de l'épicentre vont enregistrer des vibrations plus fortes, et les stations qui sont situées, par exemple, complètement de l'autre côté de la planète vont enregistrer des vibrations, mais plus faibles, parce que bon, les vibrations se sont atténuées en traversant la matière. Et même chose pour les types S. Mais ce qui arrive, c'est que quand il y a un tremblement de terre à un certain endroit, les stations qui sont près de l'épicentre du tremblement de terre vont enregistrer les deux types d'ondes, les ondes de type P et les ondes de type S. Par contre, les stations qui sont de l'autre côté de la planète Terre, elles, on se rend compte qu'elles vont seulement enregistrer des ondes de type P. Elles vont pas enregistrer les ondes de type S. Ça veut donc dire que c'est-à-dire que quelque part, là, dans leur voyage, là, quand les ondes ont traversé la planète Terre, elles ont été bloquées. Puis qu'est-ce qui bloque les ondes de type S? C'est le liquide. Alors que les ondes de type P, elles sont capables de traverser malgré tout. Donc ça nous indique que quelque part, au centre de la planète Terre, il y a une zone où la matière est sous forme liquide et n'est pas sous forme solide. Et c'est pour ça qu'on dit là, que par exemple, plus au centre de la Terre, il y a une zone là, où il y a de la lave, du magma, donc de la roche fondue, là, de la roche en fusion qui est sous forme liquide. Ça ici, c'est juste un petit schéma pour vous montrer un petit peu l'idée générale, c'est pas très très précis, mais quand on étudie ça vraiment correctement, là, et on peut regarder vraiment ça plus en détail, on regarde là, vraiment quelle station enregistrer quel type d'onde, à quel angle se trouve là, la station par rapport à l'épicentre, tout ça. On est capable de faire différents modèles avec des calculs beaucoup plus complexes, là, et on arrive justement comme ça à déterminer c'est quoi premièrement la phase de la matière, qu'est-ce qui est liquide, qu'est-ce qui est solide, et aussi ce qui arrive c'est que comme les ondes n'ont pas toute la même densité, ce qui se produit, sans trop entrer dans les détails, c'est un phénomène qui est un peu semblable à ce que vous allez voir ou à ce que vous avez peut-être déjà vu là, en physique NYC. Quand vous avez des ondes lumineuses là, qui passent d'un milieu qui a un certain indice de réfraction à un milieu qui a un deuxième indice de réfraction différent. Vous savez par exemple que quand la lumière passe par exemple, je sais pas, de l'air à l'eau, ou de l'eau à l'air, ou de l'air au verre, ou quelque chose comme ça, quand l'indice de réfraction va changer, la direction des ondes va changer également. Pour les ondes sismiques, c'est un petit peu l'équivalent. Ce qui joue un peu le rôle de l'indice de réfraction, c'est la densité. Donc, si l'onde passe d'un milieu plus dense à un milieu moins dense, ou inversement, dans ce cas-ci, c'est l'inverse. Ici, ce serait moins dense et plus au centre, ce serait plus dense. Ben, vous voyez, ça va faire dévier les ondes, ça va changer la trajectoire des ondes sismiques. En tout cas, sans trop rentrer dans le détail, là, vous comprenez quand même que c'est assez complexe, mais il y a moyen d'étudier tout ça en détail, de regarder vraiment quels genres d'ondes ont été captés, avec quelle intensité, quel genre d'ondes il s'agissait, c'était-tu juste des types P, c'était-tu juste des types S, c'était-tu les deux types d'ondes à la fois. On est capable de vraiment faire des modèles mathématiques là, et de déterminer avec une assez grande précision c'est quoi la densité des différentes régions qu'on a dans la planète Terre, et c'est comme ça qu'on arrive à savoir là, que c'est plus dense au centre, c'est comme ça qu'on arrive à savoir qu'est-ce qui est liquide et qu'est-ce qui est solide. Donc c'est vraiment
par l'étude des tremblements de terre et des ondes sismiques. Donc ça vous montre que l'étude des ondes peut être très utile là, pour connaître la composition d'une planète. Puis en passant, l'analyse des ondes comme ça, c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup aussi pour sonder les différentes planètes. Quand on envoie des sondes en orbite autour des planètes dans le système solaire, ces ondes-là, ces sondes-là peuvent envoyer des ondes et regarder les ondes qui rebondissent, puis avoir une idée comme ça justement de la structure interne que les différentes planètes peuvent avoir. Donc c'est vraiment un outil qui est bien, l'étude des ondes, de qu'est-ce qui est réfléchi, qu'est-ce qui est transmis, tout ça, ça peut nous permettre de bien comprendre la structure interne des planètes sans nécessairement avoir besoin de creuser des trous là, très 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 profonds. Fait que tout ça, c'est des études des modèles un peu théoriques, si vous voulez, mais évidemment, on a des preuves expérimentales de ça. Bien sûr, là, quand vous avez une éruption volcanique, ben c'est assez clair que ce qui sort de là, c'est de la roche fondue, de la roche qui est sous forme liquide, donc qui est très 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 chaude, la roche qui est fondue. Et on sait que ce magma-là, qu'on appelle la lave aussi, ben ça provient du centre de la Terre, là, il y a une petite fissure là, qui s'est formée entre les zones où c'est plus liquide puis la surface de la Terre, puis bon, il y a du magma comme ça qui arrive à sortir. Donc c'est vraiment une preuve que oui, effectivement, là, plus creux dans le sol, il y a des zones qui sont plus chaudes avec de la roche là, qui est sous forme liquide. Donc ça, c'est quelques images de volcans. Donc c'est sûr qu'une éruption volcanique, ça peut être très impressionnant, mais aussi très dangereux parce que c'est excessivement chaud. C'est plusieurs milliers de degrés Kelvin. Puis en passant sur la photo qui est là, je sais pas si vous le voyez bien, là, mais ici, vous avez deux personnes. Okay. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. Ce sont des spécialistes, là, probablement des géologues là, qui sont allés là pour faire des études, recueillir certaines données. Ils ont sûrement un hélicoptère là, qui est vraiment pas très loin de là, un peu à l'extérieur du champ de la caméra pour se sauver là, quand ça va être le temps. Parce que c'est ça peut être vraiment, effectivement, être très, très dangereux. Okay. Puis, quand on fait des analyses comme ça, on se rend compte que plus qu'on s'enfonce dans le sol, plus la température augmente. Puis ça aussi, on a des preuves directes de ça. Quand on creuse, par exemple, là, quelques kilomètres là, dans la croûte terrestre pour aller, par exemple, dans des mines, recueillir des métaux précieux comme des diamants, de l'or, de l'argent, des choses comme ça, on se rend compte que plus on s'enfonce dans la planète Terre, là, la température augmente d'environ 10 degrés Celsius par kilomètre. Donc à chaque fois que vous enfoncez 1 kilomètre de plus dans le sol, la température va augmenter. Donc on comprend que si on continuait comme ça, on pourrait se rendre jusqu'au centre de la Terre où on atteindrait des températures de plusieurs milliers là, de degrés Celsius, plusieurs milliers de degrés Kelvin, ce qui revient un peu au même. Et ça, on le sait que c'est comme ça. C'est quelque chose qui est connu, mais ce que les gens ne connaissent un peu moins, puis comprennent un peu moins bien, c'est pourquoi il fait plus chaud au centre de la Terre qu'à la surface. D'où vient cette chaleur-là? Okay. Ce qui est important de comprendre, c'est que au centre de la planète Terre, c'est pas comme une étoile. Là. Il n'y a pas de réaction nucléaire qui se fait au centre de la planète Terre. On sait que dans le Soleil, par exemple, il y en a des réactions nucléaires. On en avait déjà parlé. On dit qu'au centre du Soleil, il y a la réaction, là, la chaîne proton-proton. C'est la fusion de l'hydrogène en hélium. 4 hydrogènes se combinent ensemble pour former de l'hélium et ça libère de l'énergie. C'est une réaction nucléaire. Donc c'est ça qui va... C'est comme ça que le Soleil produit de l'énergie. Hein. C'est comme un gros réacteur nucléaire naturel, si vous voulez, là, qui se fait au centre du Soleil. Mais au centre de la Terre, il n'y a pas ça. Okay? Il n'y a pas de réaction nucléaire qui se fait au centre de la Terre. La Terre n'est pas en train de fusionner l'hydrogène en hélium, elle n'est pas en train de faire aucune réaction nucléaire comme ça, comme pourrait le faire le Soleil. Premièrement, il ne fait pas assez chaud. Deuxièmement, la pression n'est pas assez grande. Okay? Donc, malgré ça, ok, mais d'où vient la chaleur qu'il y a au centre de la Terre? En fait, la chaleur qu'il y a au centre de la Terre, là, ça vient de la désintégration des atomes radioactifs qu'elle contient. Donc, dans la nature, il y a des éléments dans le tableau périodique. Et certains éléments, vous le savez, il y a des isotopes qui existent. Hein, et il y a certains de ces isotopes-là qui sont des isotopes instables, qu'on appelle des atomes radioactifs. Donc, un atome radioactif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un atome qui est instable. Et éventuellement, on ne sait pas quand, ça dépend des différents atomes, mais tôt ou tard, là, éventuellement dans sa vie, il va faire une réaction de désintégration. On appelle ça une désintégration radioactive. C'est un noyau instable qui va réagir avec quelque chose, ou juste comme ça, qui spontanément là, va faire une petite réaction interne dans son noyau. Il va se transformer en atome stable, et en faisant ça, il va dégager une certaine quantité d'énergie.
Okay. Puis, ce qui arrive, c'est que ça, il y en a partout dans l'univers, des atomes radioactifs comme ça. Donc, dans la planète Terre, il y en a des atomes radioactifs. Okay. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est juste une question de probabilité. Okay. Statistiquement, là, quand vous avez un certain nombre d'atomes, il y en a tout le temps un certain pourcentage qui est radioactif, puis qui va éventuellement pouvoir faire des désintégrations, puis libérer de la chaleur. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que plus qu'on est vers le centre de la planète, plus que les matériaux sont denses, plus que la densité est élevée. Fait que si la densité est élevée, ça veut dire qu'il y a une plus grande concentration de matière. Fait qu'il y a comme une plus grande concentration d'atomes quand on est au centre de la planète que quand on est à la surface de la planète. Donc c'est pour ça que si une fois de temps en temps là, un atome radioactif se désintègre puis libère une petite quantité de chaleur, ben c'est vrai. Fait que ça se produit tout le temps. Fait qu'en ce moment là, partout là, dans la roche, même à la surface. Une fois de temps en temps, il y a des atomes comme ça qui font leur réaction, puis qui libèrent là, une certaine quantité de chaleur. Mais au centre de la planète, il y a un plus grand nombre d'atomes. Il y a une plus grande concentration d'atomes parce que la densité est plus grande. Fait que s'il y a plus d'atomes, ben statistiquement, il y a plus d'atomes qui vont faire une fois de temps en temps leur désintégration radioactive. Donc, il y a une plus grande quantité de chaleur qui va être libérée. Donc, c'est simplement pour ça qu'au centre de la planète Terre, il y a plus de chaleur que à l'extérieur. Okay? Donc c'est pour ça qu'au centre de la Terre, il fait là, plusieurs milliers de degrés Kelvin, puis à la surface de la Terre, on se tourne autour là, du 20 degrés Celsius, quelque chose comme ça. C'est vraiment juste une question de densité de matière puis de désintégration radioactive. Mais je le répète une dernière fois, là, la Terre ne produit pas d'énergie comme le fait le Soleil. Il n'y a pas comme un espèce de réacteur nucléaire là, au centre de la planète Terre. Ça veut donc dire que éventuellement, la Terre, quand elle va avoir fini de faire toutes ces désintégrations nucléaires, elle pourrait juste se refroidir, elle pourrait juste sécher davantage. Donc peut-être que si on attendait là, vraiment plusieurs milliards d'années, le centre de la Terre pourrait finir par se refroidir à un point tel qu'il pourrait se solidifier. Mais ça prendrait des milliards d'années faire ça. Okay. Voilà, donc c'est un petit peu ça qu'on voulait dire. Okay. Puis, parlant de ces atomes radioactifs-là, donc déjà c'est intéressant là, de comprendre que c'est ça la raison là, qui fait en sorte qu'il y a plus de chaleur au centre de la Terre qu'à la surface, mais encore bien plus que ça, c'est qu'avec en étudiant ces atomes radioactifs-là, on est capable de faire ce qu'on appelle là, de la datation radioactive. On est capable d'aller trouver c'est quoi l'âge de certains objets dans le système solaire, de certaines roches, en fait, de certains minéraux qu'on a dans le système solaire. Ça peut être des roches, ça peut être des métaux, des choses comme ça. Puis comme toutes les planètes contiennent des éléments, on peut le faire. Okay. Donc comment ça fonctionne? C'est un truc que vous allez voir aussi en physique NYC à la fin là, du chapitre 5, je crois. Ce que ça dit, c'est que chaque atome radioactif dans la nature a tout le temps, comme on dit, une certaine probabilité de se désintégrer. Et une des façons parce que il y a des atomes qui vont se désintégrer plus rapidement, des atomes vont se désintégrer plus lentement. Ça dépend vraiment de chaque atome. Okay? Et une façon de caractériser ça, c'est de spécifier ce qu'on appelle la demi-vie d'un certain type d'atome. La demi-vie d'un certain type d'atome, c'est le temps qu'il faut attendre en moyenne pour que la moitié des atomes initiaux se désintègrent. Par exemple, si vous commencez au début là, à t égale à 0 avec un échantillon qui contient un certain nombre initial, on va dire 100 pour faire un chiffron, là. Donc vous avez 100 atomes radioactifs à t égale à 0. Si vous attendez une demi-vie, il va vous en rester la moitié de ce que vous aviez au départ. Donc, si vous êtes parti avec 100 atomes radioactifs, après avoir attendu une demi-vie, il va vous en rester 50. Si vous partez à ce moment-là avec 50 atomes radioactifs, puis vous attendez une autre demi-vie, ben là, il va en rester la moitié de ce que vous aviez. Donc là, il va vous en rester 25. Okay? Et ainsi de suite. À chaque fois que vous attendez une demi-vie, il va vous rester la moitié des atomes que vous aviez là où vous aviez au début de votre intervalle de temps, au début de votre demi-vie. Okay. Donc, ce que ça donne comme courbe, ça donne une exponentielle décroissance. Une courbe qui est bien connue là, en physique et en mathématiques. C'est une courbe pour laquelle on est capable d'écrire l'équation. Et comme on a une équation, on est capable donc de faire des calculs. Puis, à quoi ça sert tout ça? Là? Ça sert à calculer combien de temps s'est écoulé entre un certain instant et un certain autre instant. Et on est capable avec ça de déterminer depuis combien de temps une planète s'est formée ou depuis combien de temps un astéroïde s'est formé.
et c'est ça qu'on va utiliser dans quelques instants. Je vais vous le montrer là, pour calculer par exemple l'âge du système solaire, puis étudier un peu ça, savoir les objets, ça fait combien de temps qu'ils se sont formés. Okay. On va voir une formule dans quelques instants, je vais même vous la montrer, ça va être cette formule-ci. Okay. Mais avant, il faut juste comprendre certaines choses. C'est que quand vous avez une réaction radioactive, okay, comme on dit tout à l'heure, c'est tout le temps un noyau instable, qu'on appelle des fois un noyau radioactif, qui va éventuellement faire une certaine réaction et il va se transformer en atome stable. Okay. L'exemple le mieux connu de ça, c'est la désintégration du carbone 14. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Des fois, on en parle dans les nouvelles, dans les revues scientifiques, parce que souvent, c'est une technique qui est utilisée pour, par exemple, dater là, des vieux objets qu'on retrouve. Des fois, on retrouve, là, je sais pas, un vieux vase là, qui date de la civilisation égyptienne, puis on essaie de le dater pour voir il est âgé de combien de temps. On fait la datation au carbone 14. Donc ça, c'en est un exemple assez connu. Donc on a un atome qui est instable, qui est le carbone 14, hein, parce que le vrai carbone stable, c'est 6 protons, 6 neutrons, c'est le carbone 12. Le carbone 12, lui, il est stable, mais le carbone 14, il y a 6 protons et 8 neutrons. Il y a comme 2 neutrons de plus que le carbone standard. Et donc, un atome de carbone 14, c'est instable. Donc, éventuellement, là, tôt ou tard, on sait que le carbone 14 va faire une réaction, puis il va se transformer en carbone 12. Puis quand il va faire cette réaction-là, il va dégager une certaine quantité d'énergie. Okay. La désintégration du carbone 14 en carbone 12, ça a un temps de demi-vie de 5530 ans. Donc, ça prend en moyenne là, 5530 ans pour que la moitié des atomes de carbone 14 se transforment en carbone 12. Okay. Juste un peu de terminologie. Les noyaux, il y a plusieurs noms là, qui existent pour ça. Des fois, on appelle ça noyau instable, noyau stable. La terminologie qu'on utilise ici là, pour développer la formule, c'est qu'on parle de noyaux parents et de noyaux enfants. Okay. C'est juste une terminologie. Donc, ce qu'on appelle les noyaux parents, c'est les noyaux qui sont ici. C'est les noyaux qui sont instables, les noyaux qui sont radioactifs. Okay. Et quand le noyau instable fait sa réaction, il s'est transformé en un nouveau noyau, qui, lui, on appelle le noyau enfant. Okay. Et faire cette réaction-là, ça prend, c'est caractérisé par un certain temps de demi-vie. Ce qui arrive, c'est que, comme je disais, il y a plusieurs sortes d'atomes. Il y a différents types d'atomes dans l'univers, et il y a des atomes qui ont des temps de demi-vie extrêmement petits, et il y a des atomes qui ont des temps de demi-vie extrêmement grands. Donc ça peut aller, là, ici vous le voyez, vous avez des exemples de réactions radioactives qui ont des temps de demi-vie de plusieurs milliards d'années. Puis ce qui arrive, c'est que quand on veut faire la datation radioactive, pour avoir la meilleure précision possible, c'est dans le fond de trouver une réaction qui a un temps de demi-vie environ du même ordre de grandeur des objets qu'on essaie de dater. Okay. Fait que c'est sûr que si vous voulez, par exemple, trouver c'est quoi l'âge d'un vase égyptien, ben on sait que ça remonte à quelques milliers d'années, hein, ça se compte en milliers d'années. Donc là, utiliser la datation au carbone 14, c'est un bon choix parce que vous avez un temps de demi-vie qui est à peu près du même ordre de grandeur que l'objet que vous voulez dater. Okay. Par contre, si votre but c'est d'essayer de faire la datation pour trouver, je sais pas moi, l'âge du système solaire, ben là on sait que ça va être plusieurs milliards d'années. Donc vous êtes mieux d'utiliser une de ces réactions-là qui ont des demi-vies justement de l'ordre des milliards d'années. Ça va juste être plus précis. Dans vos calculs, vous avez moins de chances de faire des erreurs. Votre marge d'erreur va être beaucoup plus petite là, si vous utilisez des atomes qui ont des temps de demi-vie qui se notent en milliards d'années, tout simplement. Donc nous, c'est sûr qu'on est en astrophysique. Donc nous, l'utilisation qu'on va en faire, c'est pour essayer de trouver l'âge de la planète Terre, l'âge de la Lune, en fait, l'âge du système solaire. Donc nous, c'est plus ce genre de réaction-là qu'on va rencontrer dans les exercices parce que justement, ils ont des temps de demi-vie là, qui sont de l'ordre de quelques milliards d'années. Donc c'est surtout ça qu'on va faire. Okay. La formule qu'on va utiliser pour faire nos calculs, c'est cette formule-ci. Okay. La preuve, elle est faite dans le livre. Okay. Vous pourrez la lire. Là, il y a un complément qui l'explique. Je ne vais pas trop l'expliquer ici. Je vais aller quand même plus directement à la formule. Il y a juste un petit élément qu'on va mentionner tout à l'heure qui est important dans la démonstration pour obtenir cette formule-là. Okay. Juste vous mentionner ça, cette formule-là, c'est pas exactement la même formule que vous allez voir là, en physique NYC. Cette formule-là, je dirais que c'est une formule qui est un petit peu plus simple. Okay? Elle est plus peut-être rapide à utiliser, peut-être un peu plus facile à utiliser. Elle est un petit peu moins générale que elle que vous allez voir en physique NYC. Parce que justement, quand on a écrit et qu'on a développé cette formule-là, il y a une supposition qu'on a faite
et qui doit toujours être vrai pour avoir le droit d'utiliser cette formule-là. Je vais vous en parler dans quelques instants, c'est ce qui est écrit en blanc ici, mais je reviens dans quelques instants. Juste premièrement vous dire c'est quoi cette formule-là. Ben ici c'est le temps. T c'est le temps qui s'est écoulé depuis la formation d'une certaine roche. Okay? T une demi c'est le temps de demi-vie de la réaction nucléaire qui va nous intéresser. E c'est le nombre de noyaux enfants. Et P, c'est le nombre de noyaux parents. Ça, c'est le nombre de noyaux enfants et de noyaux parents dans la roche qu'on trouve aujourd'hui. Okay? Puis comme c'est un rapport, un sur l'autre, les unités qu'on utilise, ça peut être n'importe lesquelles, mais ce qui est important, c'est que les deux soient notés dans les mêmes unités. Fait qu'on peut y aller vraiment en termes de noyaux. On peut dire, là, quand on trouve la roche aujourd'hui, la roche contient un certain nombre de noyaux enfants et un certain nombre de noyaux parents. On pourrait le noter en mol. On pourrait dire la roche contient un certain nombre de moles de noyaux enfants puis un certain nombre de moles de noyaux parents. Peu importe, mais c'est juste pour que ce soit dans les mêmes unités. Soit on met tout en noyaux, soit on met tout en moles, soit on met tout en milliards d'atomes ou peu importe. C'est juste une proportion, mais tout va s'annuler. Et comme ici tout s'annule, les seules unités qui restent dans la formule, c'est les unités ici du temps de demi-vie. Donc le temps de demi-vie, ça va être c'est du temps. Fait que ça va être soit en secondes, soit en années, soit en milliards d'années, peu importe. Là. Et le temps que vous allez calculer va avoir exactement les mêmes unités que les unités que vous avez utilisées dans votre temps de demi-vie. Fait que si vous mettez votre temps de demi-vie en secondes, votre réponse va être en secondes. Si vous le mettez en années, votre réponse va être en années. Si vous le mettez en milliards d'années, votre réponse va être en milliards d'années également. Okay. Donc, c'est ça. Bref, la formule est relativement simple à utiliser. Je vais vous en montrer un exemple facile ici. Puis après ça, on regardera un petit peu là, les petites choses quand même à faire attention. Donc, c'est un exemple qui est tiré directement là, dans votre livre. On dit, par exemple, lors de sa formation, une roche ne contenait pas de strontium-87. Et là, il y a un certain temps qui s'est écoulé entre sa formation puis aujourd'hui. Aujourd'hui, la roche, elle a été assez modifiée un petit peu parce qu'il y a des réactions nucléaires, des réactions radioactives. Et là, aujourd'hui, la roche, elle contient 3 atomes de strontium-87 pour 76 atomes de rubidium-87. Fait que ça, c'est une proportion. Okay, on ne dit pas que la roche contient exactement 3 atomes de strontium et exactement 76 atomes de rubidium, mais c'est un rapport. On sait qu'à chaque fois qu'il y a 3 atomes de strontium, il y a 76 atomes de rubidium. On se demande quel est l'âge de la roche. Fait que ce qu'on cherche, c'est véritablement T. On se demande T est égal à quoi. Donc, une première chose qu'on peut voir, qu'on peut faire, c'est en lisant l'énoncé, on repère le nom des atomes. Fait que ici, on voit qu'on nous parle de strontium-87 et on nous parle aussi là, de rubidium-87. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller consulter notre tableau ici. On essaie de repérer cette réaction-là. On voit qu'il s'agit de cette réaction-là ici. Okay. Et là, on voit qu'est-ce qu'est le noyau enfant, qu'est-ce qu'est le noyau parent. Fait qu'on comprend que c'est le rubidium-87 qui est le noyau parent. Et les rubidium-87 sont instables, sont radioactifs. Ils vont éventuellement se transformer en atomes de strontium-87. Et le temps de demi-vie qui est associé à cette réaction-là, c'est 48,8 milliards d'années. Okay. Donc, sachant tout ça, okay, ben, on comprend que aujourd'hui, quand on trouve la roche, qu'est-ce qui est les noyaux enfants, qu'est-ce qui est les noyaux parents? Ben, on vient de dire que les noyaux enfants dans le tableau, c'était le strontium-87. Donc, si elle contient 3 atomes de strontium-87 pour 76 atomes de rubidium-87, ça veut dire qu'elle a 3 noyaux enfants pour 76 noyaux parents. Et le temps de demi-vie, on a dit c'est 48,8 milliards d'années. On a simplement à remplacer les chiffres dans notre équation. Et comme vous voyez là, E sur P, ça va s'annuler parce que ce sont dans les mêmes unités. Donc ça va juste donner un chiffre. Le 48,8 ici, il est en milliards d'années. Donc c'est sûr que quand on va calculer tout ça, ça va nous donner un chiffre sur notre calculatrice. Ça va donner 2,72. Et comme ce chiffre-là, notre temps de demi-vie était en milliards d'années, ben c'est sûr que la réponse qu'on va obtenir, le temps, va être en milliards d'années également. Donc on pourrait dire que quand on trouve cette roche-là aujourd'hui, la roche est âgée de 2,72 milliards d'années. Okay. Ça, c'est un exemple facile. En fait, les exemples vont toujours être à peu près aussi simples que ça. Okay. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que, comme je disais, cette formule-là est relativement simple, mais justement, elle est simple à ce point-là, parce que dans la démonstration qu'on n'a pas fait, là, il y a une étape quand même cruciale et importante, parce que dans la démonstration, la formule a été construite là, en faisant la supposition que il n'y avait pas de noyau enfant initialement. Fait que la formule fonctionne à condition qu'on fasse la supposition que quand la roche s'est formée, donc au début, là, à t égale à 0, il faut supposer qu'il n'y avait pas de noyau enfant
initialement. Ok, ça c'est important. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Et évidemment, dans la vraie vie, quand une roche se forme, ça se peut qu'il y ait déjà un certain nombre de noyaux enfants dedans. Puis là, qu'est-ce qu'on fait si ça se produit? Vous allez voir, on peut quand même utiliser la formule. Il faut juste apporter une petite légère modification. Il faut faire juste un petit calcul au début avant de commencer. Vous allez voir, je vais essayer de vous illustrer ça correctement. Donc, imaginez que vous avez un échantillon, une roche, par exemple, qui contient un certain nombre de noyaux parents. Donc, les noyaux parents, ce sont les noyaux instables. Je les ai dessinés en rouge, là, comme s'ils étaient un peu, je sais pas, dangereux, on va dire. Là. Souvent, rouge, c'est la couleur du danger. Puis, quand les atomes ont fait leur réaction, quand ils se sont transformés en noyaux enfants, eux, sont stables, là, sont, on va dire, inoffensifs, sont pas dangereux. Je les ai dessinés en vert, tout simplement. Donc, imaginons, c'est juste théorique, comme ça, imaginons qu'on a au départ une roche qui s'est formée. Donc, à t égale à 0, la roche contient 100 noyaux parents et 0 noyaux enfants. Disons que ces atomes-là, ils ont un temps de demi-vie de 50 ans, 50 années. Et donc, après un certain temps, donc là, on est rendu au temps t, la roche, vous voyez, dans la roche, il y a 5 atomes, en fait, qui ont fait leur réaction de désintégration. Donc, il y a 5 noyaux parents qui se sont transformés en 5 noyaux enfants. Et si on arrive aujourd'hui puis on trouve la roche au temps t, elle contient maintenant 95 noyaux parents et 5 noyaux enfants. Si on veut trouver l'âge de cette roche-là, on va utiliser notre formule. On va dire, parfait, on a 5 noyaux enfants, 95 noyaux parents, le temps de demi-vie, c'est 50 ans. On fait le calcul ici. Si on calcule ça sur notre calculatrice, ça va donner 3.69. Puis comme notre temps de demi-vie était en années, notre réponse, le temps t, va être en années lui aussi, donc 3.69 années. Donc, pour passer de cet état-là à cet état-là, ça a pris 3.69 années. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce 3.69 années-là? Ben, pendant ce temps-là, il y a 5 noyaux parents qui se sont transformés en 5 noyaux enfants. Okay. Ça, c'est le bon calcul à faire, c'est la bonne réponse. Ici, on était chanceux parce que là, au départ, on avait effectivement que la roche contenait 0 noyau enfant. C'est exactement ça la condition qu'on a besoin pour avoir le droit d'appliquer notre formule. Donc, tout est beau, tout est correct, ça va bien, on a la bonne réponse, on est content. Qu'est-ce qui arrive si ce n'était pas le cas? Disons que la roche elle contenait déjà au départ un certain nombre de noyaux enfants. Donc quand la roche s'est formée, là, elle contenait 10 noyaux parents, elle contenait 100 noyaux parents et 10 noyaux enfants. Et même chose, là, quand on trouve la roche au temps t, disons que là, elle contient maintenant 95 noyaux parents puis 15 noyaux enfants. Si on fait juste essayer de plugger les chiffres bêtement, sans trop réfléchir, on va dire, ah, ok, parfait, on trouve la roche aujourd'hui, il y a 15 noyaux enfants, 95 noyaux parents, le temps de demi-vie 50 ans, on fait le calcul, on va trouver 10.56 ans. Okay. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse, 10.56 ans? Ben non. Ça devrait être quoi la bonne réponse? Regardez, là, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et ce moment-là? Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'il y a 5 noyaux parents qui se sont transformés en 5 noyaux enfants. Donc, le nombre de noyaux parents, il a fait moins 5. Le nombre de noyaux enfants, il a fait plus 5. Donc, 100 et 10 est devenu 95 et 15. Okay. Puis ça prend combien de temps pour que 5 noyaux parents deviennent 5 noyaux enfants? Ben, ce serait supposé de prendre 3.69 ans, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Okay. Donc, pourquoi on n'obtient pas la bonne réponse ici? Ben, c'est ça, c'est parce que là, dans ces conditions-là, on n'aurait pas le droit d'utiliser cette formule-là. Parce que, rappelez-vous, pour utiliser cette formule-là, il faut supposer que au départ, il n'y avait pas de noyau enfant. Okay. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste s'ajuster. On peut juste là faire la correction. C'est que si vous avez une roche, que à sa formation, elle avait déjà un certain nombre de noyaux enfants, c'est pas grave. Okay? On peut juste s'arranger pour ramener ce nombre-là à 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ah, la roche au départ, elle avait 10 noyaux enfants, parfait, c'est pas grave, on va juste soustraire 10 noyaux enfants ici et ici. On soustrait 10 noyaux enfants de chaque côté. C'est comme si on se ramenait dans la situation où il y avait 0 noyau enfant au départ. Puis ça revient au même, hein, parce que passer de 10 noyaux enfants à 15 noyaux enfants, ben c'est la même chose que de passer de 0 noyau enfant à 5 noyaux enfants. Ça veut juste dire qu'entre le moment initial et le moment qui nous intéresse, il y a 5 noyaux enfants qui ont été créés. Donc, il y a 5 noyaux parents qui sont transformés en 5 noyaux enfants. Fait que c'est juste ça qu'il faut faire. C'est juste ça la petite modification. Donc, si jamais vous avez une situation où, au départ, il y a un certain nombre de noyaux enfants, c'est pas grave, soustrayez ça pour ramener ça à 0 et soustrayez le même nombre de l'autre côté. Donc ici c'était 10, on a juste fait moins 10 de chaque côté. Ça va nous ramener à la situation où on a l'équivalent de 0 noyau enfant au début et 5 noyaux enfants à la fin. Et là on regarde notre situation finale.
on a ça, et là, les chiffres, on peut les plugger dans la formule, et ça va donner la bonne réponse, parce que là, on a utilisé cette équation-là en respectant le fait que on suppose qu'au départ, il y avait 0 noyau enfant. Et ça fonctionne bien. Okay. Juste vous dire, là, des fois, il y a des gens qui quand on explique ça, là, la datation radioactive, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, est-ce que c'est vraiment fiable, cette méthode-là? Parce que, tu sais, c'est basé sur des probabilités, hein. On peut pas savoir exactement quand quel noyau va se désintégrer. C'est juste une question de probabilité. On peut calculer les probabilités, on peut dire en moyenne, ça va prendre combien de temps pour que la moitié des atomes soient désintégrés, et ainsi de suite. Mais il y a quand même des probabilités là-dedans. Puis des fois, les gens disent « Ouais, mais là, vu que c'est des probabilités, peut-être que c'est pas vraiment fiable. On peut-tu vraiment se fier là-dessus pour estimer l'âge là, de certaines roches, de certains objets qu'on trouve là, avec la datation radioactive? » Ben, la réponse, c'est oui. On peut s'y fier. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai fait une petite animation, là, ce qui est disponible sur mon site web, qui s'appelle Ben Datation Radioactive. Puis là-dedans, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez un échantillon qui contient initialement des noyaux par an, des noyaux qui sont rouges, des noyaux instables. On peut changer le nombre de noyaux comme tel. On va le laisser à 100 pour commencer. On peut sélectionner le temps de demi-vie de ces atomes-là. Donc si on prend un temps de demi-vie relativement court, ça veut juste dire que les noyaux vont rapidement se changer là, en noyaux enfants. Si on prend un temps de demi-vie qui est plus long, ça va juste prendre plus de temps. Donc si on change le temps de demi-vie, si vous avez la courbe là, qui va changer, la courbe que vous voyez en bleu, ça c'est la courbe théorique, hein, c'est juste vraiment là, une exponentielle décroissante. Puis vous voyez qu'à chaque fois qu'on a un temps de demi-vie qui s'écoule, le nombre de noyaux instables est diminué de moitié. Ici par exemple mon temps de demi-vie c'est 4 secondes. Donc si vous partez avec 100 noyaux instables au début, après un premier temps de demi-vie, donc après 4 secondes, il va vous rester 50 noyaux instables. Si à partir de là vous attendez un autre 4 secondes, ça vous amène à 8 secondes et il va vous rester la moitié, donc il va vous en rester 25. Si vous attendez un autre temps de demi-vie, il va vous en rester la moitié, donc 12.5, à peu près 13, à peu près, après ça 6. À chaque fois qu'on attend un temps de demi-vie, le nombre est réduit de moitié. Ça, c'est la courbe théorique, hein, c'est l'exponentielle décroissante, c'est la formule mathématique théorique. Dans la vraie vie, ça ne veut pas dire que les atomes vont suivre exactement cette courbe-là. Puis, pour faire l'animation, on peut démarrer mon animation comme ça, je l'ai programmé. Donc, si vous voyez là, ce qui se trace en temps réel, c'est la courbe du nombre d'atomes instables en fonction du temps, la courbe en rouge là, qui se trace ici. Et fait que vous remarquez plusieurs choses. Premièrement, c'est que la courbe, c'est pas une courbe qui est parfaitement lisse, hein, c'est une courbe qui est un peu saccadée, si vous voulez. C'est normal parce qu'un atome peut pas être à moitié désintégré, soit il est désintégré, soit il l'est pas. Donc c'est normal que ça fasse des espèces de petites fonctions d'escalier comme ça, parce que chaque atome peut juste sauter là, il y a juste tout le temps un nombre entier d'atomes qui est désintégré ou pas désintégré. L'autre chose que vous remarquez, c'est que si on fait marcher la simulation plusieurs fois, vous remarquez que la courbe rouge qui va se tracer n'est pas toujours pareille. Hein. Ici, là, vous voyez, elle a débuté, elle est un petit peu en bas de la courbe bleue. Oups, là, ça se tient un peu plus au-dessus. Oups, elle est redescendue en bas. Fait qu'elle a un certain comportement. Si on recommence la simulation, elle va avoir un comportement différent. Donc là, vous voyez, elle est restée plus longtemps en dessous. Fait que c'est vraiment, là, à chaque fois qu'on repart la simulation, ça va avoir un comportement qui est différent. C'est normal parce que, comme on l'a dit, c'est des probabilités. C'est probabiliste. Hein? Fait que ça se peut que dans certaines simulations, les atomes se désintègrent un petit peu plus rapidement, d'autres certains plus lentement. Fait que c'est ça un peu qui fait douter les gens. C'est quand on montre quelque chose comme ça, les gens se disent « Ouais, mais là, oui, ça respecte quand même assez bien la courbe bleue, mais c'est pas tout à fait exact. Il y a des incertitudes. Est-ce qu'on peut vraiment se fier aux résultats que ça donne? » C'est sûr que pour l'instant, l'expérience que je vous montre, c'est un échantillon qu'on suppose qui contient uniquement 100 atomes. 100 atomes, c'est pas un nombre énorme, mais déjà ça respecte relativement bien la courbe théorique. Okay? Puis en statistique, il y a quelque chose qui dit que plus que votre échantillon est grand, plus que vous avez de chances que le résultat de votre expérience va se rapprocher de ce qui est prévu par la théorie. C'est un peu l'équivalent là si vous lancez par exemple pile ou face. Quand vous lancez une pièce de monnaie, on le sait là, qu'on a 50% de chance de pogner pile, 50% de chance de pogner face. Mais si vous lancez un nombre petit de pièces, par exemple vous lancez 10 pièces de monnaie en même temps, ça ne veut pas dire que vous allez pogner 5 piles et 5 faces. Peut-être que vous allez avoir 6 piles, 4 faces, ou même 7 piles, 3 faces. Okay? Mais si vous en lancez un grand nombre, si au lieu d'en lancer 10, vous en lancez, je sais pas, 1000 par exemple, vous n'allez peut-être pas avoir exactement
500 pièces. Vous allez peut-être pas avoir exactement 500 piles, 500 faces. Peut-être que vous allez avoir 495 piles, puis 505 faces ou quelque chose comme ça. Mais votre proportion va vraiment s'approcher de plus en plus de 50%, 50%, plus que vous prenez un grand nombre de pièces. Hein. Fait que pour la désintégration radioactive, c'est la même chose. Si vous prenez un nombre d'atomes qui est relativement petit, ça va respecter à peu près la bonne tendance, mais avec certaines différences, certaines incertitudes. Okay. Si on prend un échantillon qui est plus grand, disons, au lieu de prendre là, 100 atomes, on en prend 250. Okay. Ben déjà, vous voyez que la courbe rouge va être plus proche de la courbe bleue. Ce ne sera pas parfait, il va y avoir encore quelques petites différences, mais déjà, ça respecte un petit peu davantage la courbe bleue parce qu'on a un plus grand échantillon. Okay. Et plus qu'on augmente le nombre d'atomes dans notre échantillon, plus que la courbe expérimentale va se rapprocher de la courbe théorique. Si on prend un très grand nombre, là, dans mon exemple, là, je me suis rendu jusqu'à 2500. Si on fait l'expérience avec 2500 atomes, vous voyez que la courbe rouge, là, la courbe expérimentale, se rapproche là, vraiment énormément de la courbe théorique. C'est pas exactement 100% parfait, il y a encore des mini différences, mais ça se tient quand même très près. Ça se tient quand même très près. Okay. Puis là, imaginez dans ma simulation, déjà vous voyez l'effet, puisqu'on met un grand nombre d'atomes, plus que la courbe va être proche de la courbe théorique. Puis là, on parle quand même juste de 2500 atomes. 2500 atomes, c'est pas beaucoup, parce que dans la vraie vie, là, quand on trouve des échantillons radioactifs, quand on trouve des morceaux de roche ou quelque chose comme ça, ça contient pas 2500 atomes, là, vous le savez, là, ça contient des moles d'atomes. Puis une mole, vous savez c'est quoi? C'est le nombre d'Avogadro, c'est 6 fois 10 à la 23. Donc dans la vraie vie, quand on trouve un échantillon, ça contient des milliards d'atomes. Fait que je vous garantis là, que si vous faites une expérience là, qui contient des milliards d'atomes radioactifs comme ça, on s'entend-tu que la courbe expérimentale, là, elle va vraiment être très proche de la courbe théorique. Donc oui, on peut faire des calculs là, basés sur les équations des courbes théoriques, qui sont des exponentielles pures, des exponentielles décroissantes pures. Et dans ce cas-là, ça va bien fonctionner parce que dans la nature, il y a des milliards d'atomes. Donc oui, c'est une technique qui est fiable pour faire des calculs là, puis estimer l'âge de certains objets. Okay. Puis justement, c'est exactement ça qu'on a fait. On s'est basé sur cette technique-là pour essayer de déterminer l'âge de différents objets dans le système solaire. On a récolté des morceaux de roche sur différentes planètes. On a récolté parfois des petits fragments de roche sur la Lune, des petits fragments de roche sur Mars, des petits fragments de roche là, qui provenaient d'astéroïdes, ou des fois c'est des fragments d'astéroïdes, des petits fragments de comètes, des choses comme ça. Puis on a fait la datation radioactive pour essayer de déterminer c'était quoi l'âge de ces différents objets-là. Puis quelque chose d'intéressant qu'on a trouvé, c'est que quand on fait ça, à première vue, on semblait obtenir des âges légèrement différents pour les différents objets dans le système solaire. Par exemple, ici vous avez le détail, là, les plus vieilles roches qu'on a trouvées à la surface de la planète Terre, quand on fait la datation radioactive, on trouve qu'elles sont âgées d'environ 4 milliards d'années. Les plus vieilles roches trouvées à la surface de la Lune semblent nous indiquer qu'elles sont âgées de 4,4 milliards d'années. Et les plus vieilles roches, les plus vieux fragments qu'on a trouvés là, sur les astéroïdes et les comètes semblent nous indiquer que c'est âgé de 4,6 milliards d'années. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. Ça veut-tu dire que, par exemple, la planète Terre a pas le même âge que la Lune ou que les astéroïdes? Ça veut dire que les astéroïdes se sont formés avant la Lune, puis la Lune s'est formée avant la planète Terre, quoi, qu'ils ne se sont pas toutes formées en même temps. C'est un peu bizarre tout ça. L'affaire qu'il faut comprendre, c'est que quand on utilise la datation radioactive, là, avec les équations qu'on a montrées ici, c'est que ces équations-là, ils vont nous indiquer l'âge de la roche, là, mais ça va nous indiquer comme l'âge de la roche ou le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois que la roche s'est solidifiée. Okay. Donc, si vous avez une roche qui est fondue, une roche qui est sous forme liquide, c'est comme si à chaque fois que la roche fond, ça fait comme un reset là, sur son âge. C'est comme si le temps repartait à t égale à 0. Mais quand la roche se solidifie, là, c'est comme si le chronomètre part, là, quand la roche se solidifie, t égale à 0, puis là, le temps commence à s'écouler. Si nous, on trouve la roche aujourd'hui, puis qu'on fait la datation dessus, là, on va trouver l'âge de cette roche. Fait qu'en fait, on va trouver depuis combien de temps est-ce que le morceau de roche en question s'est solidifié. Et quand on comprend ça, c'est là que ça prend tout son sens, parce qu'effectivement, ce qui est arrivé,
c'est que quand le système solaire s'est formé, là, au début, les objets n'étaient pas encore solides. On en a parlé tout à l'heure, la Terre était une espèce de boule de roche fondue. C'est vrai pour les autres planètes, c'est vrai pour la Lune aussi, c'est vrai pour les astéroïdes. Donc au début, quand le système solaire s'est formé, c'était comme une espèce de gros nuage de gaz là, qui s'est comprimé. Puis tranquillement, par la gravité des parties sont devenues un peu plus denses, ça s'est comprimé, les trucs gazeux sont devenus progressivement liquides, puis après ça, les trucs liquides sont devenus solides en se refroidissant, puis en se comprimant, tout ça. Et quand les objets devenaient solides, quand les objets séchaient ou se refroidissaient suffisamment pour devenir solides, là, c'est comme si le chronomètre partait à zéro, puis on pouvait trouver l'âge par la suite. Fait que c'est sûr que dans la formation du système solaire, les objets qui étaient plus petits ont refroidi plus rapidement. Donc, par exemple, les premiers objets à se solidifier, ça a été les astéroïdes, parce qu'ils sont plus petits, donc un morceau de roche plus petit, ça se solidifie plus rapidement. Okay? Donc, parce que probablement ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque où les astéroïdes étaient solides, ben, à cette même époque-là, les grosses sphères de matière, comme la Lune ou la Terre, elles étaient encore sous forme un peu liquide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde l'âge des astéroïdes, on trouve un âge un petit peu plus vieux que les grosses sphères comme la Lune et la planète Terre. Même histoire si on compare la Lune et la Terre. La Lune étant plus petite que la planète Terre, étant moins massive, tout ça, ben c'est sûr que la Lune a été en mesure de se refroidir plus rapidement que la planète Terre. Donc, à l'époque où la Lune s'est solidifiée, la Terre, elle, était encore un peu liquide, pas tout à fait stable, pas tout à fait solidifiée, pas tout à fait séché finalement. Okay? Donc c'est pour ça que quand on analyse des fragments sur la Lune, on trouve des âges un peu plus vieux que ce qu'on trouve sur la planète Terre, parce que tout simplement la Lune s'est solidifiée avant la planète Terre, tout simplement. Okay. Puis d'autre part, quand on analyse l'âge du Soleil, on en avait dû discuter là, quand on analyse les réactions nucléaires, la masse du Soleil, tout ça, on trouve que le Soleil on croit que le Soleil est âgé de 4,6 milliards d'années. 4,6 milliards d'années, si vous regardez, c'est exactement l'âge qu'on associe au plus vieux astéroïde qu'on trouve dans le système solaire. Enfin, dans le fond, tout ça concorde. Ça veut juste dire que, évidemment, le système solaire s'est formé en même temps que le Soleil. Tout s'est formé en même temps. Donc, les deux chiffres concordent. Donc, on pense que les plus vieux astéroïdes dans le système solaire sont âgés de 4,6 milliards d'années. On pense que le Soleil est âgé de 4,6 milliards d'années. Donc effectivement, on pense que le système solaire s'est formé tout en même temps. On pense que le système solaire est âgé de 4,6 milliards d'années, mais c'est normal que quand on prend certains objets qui sont un peu plus gros, comme la Lune et comme la planète Terre, on comprend que oui, ils sont formés en même temps que les autres. Ils se sont formés en même temps que le Soleil et que le système solaire, mais comme ils ont été un peu plus longtemps sous forme liquide, quand on les analyse, on trouve des âges qui sont légèrement plus petits qui est 4,6 milliards d'années. En même temps, ça nous renseigne sur ce qui est arrivé. On sait que quand les astéroïdes se sont solidifiés, ça a pris à peu près 0,2 milliards d'années plus tard pour que la Lune se solidifie. Et quand la Lune s'est solidifiée, ça a pris à peu près 0,4 milliards d'années supplémentaires pour que la Terre, à son tour, arrive à se solidifier. Donc voilà, ça montre un peu tout ce qu'on peut faire comme analyse là, en mettant bout à bout là, plusieurs petits morceaux, plusieurs petits résultats théoriques d'une part, d'autre part, en mettant tout ça ensemble. On voit qu'il y a des chiffres qui concordent, puis tout ça, ça nous indique que l'âge du système solaire, c'est environ 4,6 milliards d'années. Donc on va arrêter ici pour l'instant, puis à la prochaine vidéo, la section S14B, on va parler davantage des plaques tectoniques, les volcans, les tremblements de terre et des choses comme ça. Donc d'autres phénomènes qu'on trouve à la surface de la planète Terre. Donc ben voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Bonne journée et à la prochaine!